Soyons honnêtes, combien de fois est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une superbe idée, un projet qui vous a hypé ou encore une très belle opportunité et au lieu de foncer, vous avez décidé de mettre ça de côté, de repousser ou tout simplement d'abandonner parce que ce n'était pas le bon moment, parce que vous étiez fatigué, parce que c'était trop compliqué ou encore parce que vous aviez besoin d'un peu plus de préparation. Si ça vous rappelle des souvenirs, eh bien félicitations, sachez que vous avez fait l'expérience de ce que l'on appelle l'auto-sabotage. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment identifier les moments où on a tendance à s'auto-saboter parce que mine de rien, eh bien, ça peut se faire de manière assez sournoise. On va également voir ensemble pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ça et surtout quelques méthodes efficaces et concrètes pour arrêter de s'auto-saboter et enfin mener à bien ces différents projets. Le truc avec l'auto-sabotage, c'est qu'on le voit pas tout de suite. Ça ressemble pas à un espèce de grand panneau qui dit stop, attention, tu te mets des barrières. Au contraire, ça ressemble plutôt à des excuses logiques, à de la fausse prudence ou encore à des bonnes raisons d'attendre. Et si vous voulez quelques exemples qui montrent que vous vous auto-sabotez sans même vous en rendre compte, c'est le fait d'être ultra motivé, mais de ne jamais passer à l'action. Vous avez, je sais pas, un projet, une ambition, une nouvelle habitude à mettre en place, et donc vous vous documentez à fond sur internet, vous notez plein de choses, vous faites des recherches, mais pour autant, il ne s'enclenche pas ce petit projet. C'est également le fait de commencer plein de choses, mais de ne jamais les terminer. Ça, c'est hyper dur. Quand on est multipotentiel, de savoir un peu comment compartimenter les choses et sur quoi prioriser parce qu'on a envie de tout faire en même temps. Mais en même temps, on n'a que 24 heures dans une journée. On en passe à peu près 8 à 10 heures à dormir. On a aussi une vie sociale, un travail à côté. Donc forcément, il faut se restreindre un petit peu et apprendre à prioriser, on va dire. L'auto-sabotage, c'est également le fait d'attendre le moment parfait pour se lancer. Bon, spoiler alerte, il n'existe pas. Et je pense qu'au fond, vous le savez. Et que pour que les choses avancent, vous devez y travailler un petit peu chaque jour, ou en tout cas un petit peu plusieurs fois par semaine. Sans ça, il verra jamais le jour. C'est également le cas lorsque, dès que tout fonctionne bien pour nous, on va faire en sorte inconsciemment de tout faire capoter ou de tout faire ralentir, ou même d'abandonner. Et ça vaut dans plein de domaines de notre vie, ça vaut pour le travail, mais aussi et surtout beaucoup pour les relations. Quand on a connu certaines expériences assez négatives, assez toxiques, mine de rien, parfois on a des séquelles qui font qu'on va avoir du mal à accepter, à se sentir bien dans une relation saine. Et donc on va essayer de compliquer les choses, on va avoir des comportements, des schémas et des habitudes qui vont nous garder dans ce qu'on connaît déjà. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. Et mine de rien, le plus classique, c'est le fait de douter de soi en permanence, même si on s'est déjà prouvé qu'on a été capable de faire des choses. Quand on fonctionne comme ça, forcément, on perd énormément de temps et surtout, on n'accomplit pas tout ce qu'on a envie d'accomplir. Vous êtes sans doute une personne qui a des ambitions, des projets, qui a envie de réaliser des choses. En fait, il ne faut pas que ça reste au stade de c'est une pensée, je le note sur un papier, je fais des petites recherches, je fais un tableau Pinterest et tout, c'est hyper sympa, d'accord. Honnêtement, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas exploiter son potentiel. En fait, sachez que la plupart des choses sont potentiellement en votre pouvoir et accessibles, mais vous ne les aurez jamais si vous restez dans cette phase où vous avez tendance à tout faire capoter et à pas vous faire confiance. Vous êtes capable d'énormément de choses, mais vous le serez peut-être jamais si vous avez tendance à vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à s'auto-saboter? Tout simplement parce que notre cerveau adore la sécurité. Il préfère l'inconfort connu à l'inconnu excitant. Et le problème, c'est que cette sécurité, elle nous empêche de progresser. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que l'on a tendance à s'auto-saboter. La première étant le syndrome de l'imposteur. Vous pensez peut-être que vous devez être parfaite et tout savoir avant de vous lancer. Et si c'est le cas, c'est une grosse erreur, puisque les personnes qui réussissent apprennent en chemin, en cours de route et sur le terrain. Vous pouvez vous préparer autant que vous voulez, vous ne serez jamais paré aux différentes situations et aux problèmes qui peuvent arriver à l'instant T et quand on est dans l'action. Je pense que vous connaissez cette fameuse phrase, si vous attendez d'être 100% prête pour vous lancer, vous allez attendre très longtemps parce qu'on ne l'est jamais. D'ailleurs, il y a une citation de je sais plus qui dit que si vous vous lancez dans quelque chose et que c'est immédiatement parfait, c'est que vous avez trop attendu. Parce qu'en général, quand on a un projet, on doit se lancer assez rapidement, faire les choses de manière imparfaite et ajuster en cours de route. Et si vous vous lancez, vous, et votre projet, il est déjà tout carré, c'est qu'il y a eu une grosse phase d'auto-sabotage en amont où vous avez pris votre temps, en tout cas attendu le bon moment pour sauter. Et le syndrome de l'imposteur, ça peut être par exemple le fait de refuser une opportunité qui a l'air très très cool, mais pour laquelle vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de compétences pour réaliser cette tâche, alors qu'on est venu vous démarcher et alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins compétents que vous, qui eux vont accepter. La deuxième raison qui peut expliquer que l'on a tendance à s'auto-saboter, c'est la présence de croyances limitantes. Si on vous a par exemple toujours dit
dit que l'argent ne tombe pas des arbres, que pour gagner des sous, il fallait travailler dur, eh bien dans votre vie, vous allez reproduire des situations, vous allez créer des situations qui vont confirmer cette croyance. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui rêve de gagner bien sa vie, mais qui n'entreprend rien. Ou peut-être que vous avez entrepris et que par exemple, vous vous lancez en freelance dans le graphisme. Mais pour autant, vous avez ces croyances qui vous limitent sur l'argent et du coup, vous ne fixez pas des tarifs à la hauteur de ce que vous valez vraiment et de ce qui vous permettrait de vivre. Ça, c'est un exemple de la façon dont on est limité et dont on se sabote à cause des croyances limitantes. À côté de ça, il y a également la peur de l'échec. Je trouve que c'est vraiment dommage. C'est particulièrement le cas en France, peut-être dans d'autres nations, mais je ne parle que de ce que je connais bien évidemment. Mais l'échec, c'est un peu dramatique en France. On en fait une montagne, alors que la plupart des gens qui ont réussi ont connu pas mal d'échecs. La différence, elle est vraiment dans le fait que ces personnes-là vont vivre un échec, mais ne vont pas du tout le prendre comme une fatalité et une raison d'abandonner, et vont plutôt s'en servir pour tirer des leçons et recommencer. J'ai regardé une vidéo sur la chaîne Les Échos sur Marc Simoncini, qui a lancé ses vélos électriques Angel Bike, qui visiblement semble être un échec, puisqu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que l'entreprise est sur le point de passer en liquidation. À voir en tout cas, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Mais en fait, c'est une vidéo qui est assez courte, mais qui reprend aussi son parcours. Et avant de fonder Mythique et de faire fortune avec ça, il a tenté plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et ça, c'est, je trouve, une chose qu'on ne met pas assez en avant malheureusement. On a tendance à mettre en lumière toute la réussite et toutes les choses qui se passent bien. Et les échecs, on les met un peu sous le tapis. Je pense qu'on devrait les mettre un peu plus en lumière pour normaliser ça et aider les gens à comprendre que si tu rates, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Vous, dans votre quotidien, si vous êtes le genre de personne qui a peur de l'échec, vous n'allez jamais rien entreprendre. Vous allez passer beaucoup de temps dans la phase de préparation, de recherche, etc. Et vous allez rarement passer à l'action et vous allez rarement vous donner les moyens d'eux parce que c'est plus confortable de rester dans cette situation-là, dans celle que l'on connaît, plutôt que de tenter quelque chose et de potentiellement rater. Et en plus, aux yeux de tous, alors là, ce serait encore pire. Et la quatrième raison qui peut expliquer que vous avez tendance à vous auto-saboter, c'est la peur de la réussite. Chose que l'on a tendance à souvent ne pas trop prendre en considération, tout simplement parce que, en fait, on se rend pas compte, mais réussir, ça peut être une peur parce que ça implique plus de responsabilité, ça implique parfois plus d'exposition et surtout plus d'attente des autres. Et donc forcément, ça peut faire peur et inconsciemment, ça peut nous pousser à ralentir. Si je devais vous donner un exemple, peut-être que vous avez envie de devenir créatrice de contenu, que ce soit influenceuse sur Instagram, sur TikTok ou encore youtubeuse. Bien, vous allez commencer à mettre en ligne du contenu et à partir du moment où vous sentez qu'il va y avoir une certaine traction, qu'il y a plus d'abonnés, plus de vues, plus de commentaires, vous allez prendre peur et vous allez ralentir. Vous allez poster beaucoup moins, voire pas poster pendant une certaine période parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez d'autres projets, pour X ou Y raison en soi. Et donc de cette manière-là, vous ralentissez un peu les bonnes choses qui se passent dans votre vie par sécurité. Maintenant qu'on sait repérer l'auto-sabotage et qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on le fait, il est temps de le détruire. Pas d'apprendre à le gérer, mais de le dézinguer une bonne fois pour toutes. Et pour ça, on va combiner mindset, action concrète et stratégie efficace. La première étape, et bien évidemment la plus importante, c'est d'identifier vos schémas d'auto-sabotage. Donc, de prendre conscience de la façon dont ils se manifestent chez vous. Et c'est important parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. L'auto-sabotage, pour moi, par exemple, dans la peur de l'échec, va s'illustrer d'une certaine manière, alors que pour d'autres, ce sera via d'autres actions. Donc il n'y a pas une méthode universelle pour vaincre entre guillemets l'auto-sabotage, si ce n'est d'apprendre à se connaître. Donc la première question à vous poser, c'est quels sont les projets et les objectifs que vous avez tendance à repousser très régulièrement. Et là, vous pouvez prendre la liste d'objectifs que vous vous êtes fixés pour janvier. S'il y a par exemple des objectifs que vous aviez déjà l'année dernière, entourez-les. Il y a de grandes chances que si vous ne les avez pas réalisés en 2024, c'est qu'il y a un petit auto-sabotage qui se cache derrière. La deuxième question, c'est quelle excuse je me donne pour ne pas mener à bien ce projet. Parce que si vous l'avez noté, cet objectif, ce projet, quel qu'il soit, parce qu'il compte pour vous et que vous avez envie qu'il se réalise. Si c'est pas encore le cas, quelles sont les excuses que vous vous donnez? Soyez honnête avec vous-même. Notez toutes les excuses. De toute façon, il n'y a que vous qui allez lire ce que vous allez écrire. Et en parallèle, vous allez également vous demander à quoi ressemble votre dialogue interne quand vous vous retrouvez face à quelque chose d'important. Voilà, ça c'est 3 questions importantes et qui vont vous aider déjà dans un premier temps à creuser. Maintenant, il y a un petit exercice à faire. C'est soit de prendre un carnet, soit d'ouvrir l'application Notes de votre téléphone et tous les jours pendant une semaine, vous allez noter les fois où vous ressentez de la résistance à faire des choses qui sont bonnes pour vous, vous le savez. Par exemple, le fait de se dire je vais commencer le sport lundi prochain, ça faut le noter. C'est une résistance. Pourquoi est-ce que tu le fais pas demain? Pourquoi est-ce que tu le fais pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça doit attendre lundi? C'est une forme de résistance. L'astuce ici, c'est de vous mettre dans les chaussures de votre meilleure amie et d'imaginer que c'est elle qui vous donne l'excuse que vous venez de noter. Est-ce que vous la croirez si elle vous disait ça? Et si c'est pas le cas, si vous ne la croyez pas, pourquoi est-ce que vous y croyez? Pas pour vous, mais moi avec mes amis, quand quelque chose n'est pas
honnête, n'est pas sincère ou qu'on fait semblant, on se le dit, on est frontal dessus, on en rigole et ça nous aide à débloquer des choses. Mais pourquoi est-ce que je serais malhonnête avec moi-même si je ne le serais pas avec mes amis? Une fois que vous avez identifié tous vos schémas d'auto-sabotage grâce à cette petite semaine d'exercice, vous allez pouvoir affronter vos peurs plutôt que de les laisser vous contrôler. Parce que mine de rien, la peur, c'est le carburant numéro 1 de l'auto-sabotage. Mais pour autant, faut pas non plus le voir comme quelque chose de négatif. Parfois, ça peut aussi nous indiquer qu'on est face à quelque chose d'important pour nous. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous décidez que la peur ne vous empêchera plus d'entreprendre des choses. Elle va jamais partir. Seulement, il va falloir apprendre à avancer malgré sa présence. Malgré le fait que vous soyez au volant de votre petite voiture et qu'elle soit sur le siège passager. La peur, elle sera toujours là. Mais après, c'est vous qui décidez si vous la laissez prendre le volant et du coup, vous ne prenez pas le contrôle d'où vous allez, ou si au contraire, vous décidez que c'est vous qui commandez et que vous allez faire les choses en dépit de sa présence. Et pour apprendre à surmonter ces peurs, il y a une technique qui est très efficace, qui est celle du « et alors ». Si par exemple, vous vous dites « ouais, j'ai pas envie de lancer ce projet parce que j'ai peur d'échouer », oui, et alors? Qu'est-ce qui va se passer si vous échouez? Est-ce que vous allez mourir? Est-ce que quelqu'un autour de vous va mourir? Non. Il y a de grandes chances que ce soit en rapport avec l'image qu'auront les autres de vous. Parce que la réponse réaliste, c'est que si vous échouez, et ça va arriver, désolé de vous le dire, vous allez apprendre des choses, vous allez tirer des leçons, et quand vous allez recommencer, ce sera beaucoup plus facile. Si vous vous empêchez de faire des choses parce que vous avez peur du regard des autres, et alors, c'est qui les autres? Est-ce que c'est des gens que vous ne connaissez même pas? Est-ce que ce sont des gens qui n'ont aucun impact, aucun contrôle sur votre vie? Faut pas oublier que la plupart des gens sont concentrés sur eux-mêmes. Donc il y en a certains, certes, qui vont potentiellement vous juger, vous critiquer, avoir des choses un peu négatives envers vous. Ce qu'il faut vous dire, c'est juste que c'est le reflet de leur propre combat et de leur propre challenge à eux. Peut-être qu'une personne va vous juger parce que vous entreprenez des choses qu'elle n'arrive pas à faire. Je pense que l'un des trucs les plus classiques, c'est quand une personne veut se lancer dans la création de contenu sur Insta, sur TikTok et tout. Souvent au début, elle veut le faire un peu en secret, avec un pseudonyme, sans trop se montrer, créer un compte à part pour pas que ses proches ne le voient. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont potentiellement se moquer de vous. Mais in fine, quand vous allez réussir, quand vous allez obtenir des résultats, que vous allez décrocher des jobs, etc., ces personnes-là, elles vont revenir vers vous. Elles vont vous demander comment vous avez fait. En fait, il faut passer par toute l'étape de gênance. Personne n'est à votre place et si vous avez des projets et des ambitions, vous en foutez de ce que les gens vont dire. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous. Et pour avoir une bonne estime de vous-même et une bonne confiance en vous, vous devez vous prouver chaque jour que vous êtes capable de faire les choses. Et donc ça implique de passer à l'action, de surmonter ses peurs et de détruire son auto-sabotage. Et si vous vous lancez peut-être dans un nouveau job et que vous vous dites « ouais, mais et si je suis pas à la hauteur ?» Et alors? Qui décide si on est à la hauteur ou pas? La plupart du temps, on se met une limite imaginaire parce qu'on a déjà un bon bagage, on a déjà des bonnes connaissances et bien sûr qu'on ne connaît pas tout, mais les choses vont être apprises sur le terrain et en cours de route. Et l'astuce, elle est vraiment là, à chaque fois que vous ressentez une peur et que vous avez ce genre de croyance qui vient, dites-vous et alors? Quel est le pire scénario? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et en général, ça n'a rien de dramatique. Donc à partir de là, c'est juste un réflexe à avoir. L'étape numéro 3, c'est de briser la fausse croyance de « je dois être prête pour faire ceci ou cela » parce que ça n'arrivera jamais. Vous ne vous sentirez jamais prête. Par contre, vous avez la possibilité d'agir, encore une fois, et de ne pas oublier que c'est l'action qui précède la motivation et pas l'inverse. Donc vous n'avez pas besoin d'être motivé pour commencer à faire des choses. Par contre, vous avez besoin de passer à l'action. La motivation, elle viendra après. C'est un peu comme une profiteuse. Une fois que ça fonctionne pour vous, que vous êtes en marche, que vous avez les bonnes habitudes, la motivation, elle pointe le bout de son nez. Donc l'exercice que vous pouvez faire sur cet aspect-là, c'est la micro-action immédiate. Donc dès que vous avez une idée ou dès que vous avez une envie, vous passez à l'action dans les 5 minutes. Une petite action, une micro-action, rien de fou, mais vous lancez déjà quelque chose. Par exemple, vous avez envie d'écrire un livre, super, ouvrez un Google Doc et commencez à écrire 2-3 phrases. Vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, très bien, prenez une feuille, un stylo et commencez à noter toutes vos idées, ce que vous avez envie de vendre, etc. Vous avez envie de vous mettre au sport? Ok, faites 10 squats, ou alors faites 45 secondes de planche. Voilà, en fait, c'est ce genre de choses qu'on appelle des micro-actions immédiates. C'est une petite action qui va nous aider à mettre en pratique tout de suite les envies qu'on peut avoir, les différents projets, les objectifs qu'on peut se fixer. Et donc ça évite que ça reste dans la phase de réflexion un peu trop longtemps. Puisqu'on enclenche des choses immédiatement et qu'on passe à l'action, on n'aura aucune difficulté à y revenir. L'astuce, c'est vraiment d'apprendre à aimer l'inconfort des premiers pas, des commencements, des débuts. C'est normal que ce soit bizarre, c'est normal qu'on tâtonne, c'est normal qu'on soit nul au début. Mais petit à petit, ça deviendra plus naturel. Ce que je dis toujours quand il s'agit de podcast. Parce que quand on enregistre son premier épisode, on bégaye, on est essoufflé, on sait pas trop quoi dire et on n'est pas à l'aise. Mais ce qui fait que notre énergie sera totalement différente et qu'on sera beaucoup plus fluide, c'est la pratique. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'astuce miracle qui fait que du jour au lendemain, on va avoir une bonne diction et qu'on sera beaucoup plus confortable avec le fait de parler toute seule dans une pièce face à son micro. Après, ce qui peut aider également, c'est de mettre en place des systèmes qui vont vous aider à passer à l'action. On croit beaucoup que pour réussir, tout est question de volonté. Et c'est pas totalement vrai. Les personnes qui réussissent, les personnes qui avancent et qui mènent à bien leurs différents
différents projets ont surtout des systèmes en place qui leur évitent de s'auto-saboter. Il y a 3 stratégies qui fonctionnent particulièrement. La première, c'est l'engagement public. Et c'est le fait de dire à une personne ce que vous allez faire, ce sur quoi vous travaillez, votre projet. Parce que mine de rien, si vous gardez l'objectif pour vous, c'est beaucoup plus facile de l'abandonner. Donc si vous dites par exemple à votre meilleure amie, je vais poster ma première vidéo YouTube dimanche, je pense qu'elle va s'attendre à ce que ce soit le cas. Donc vous vous responsabilisez en quelque sorte. Il y a aussi un autre terme marketing qui est utilisé par les entrepreneurs, les petites entreprises, les solopreneurs, les freelances, etc. Le build in public, qui essentiellement est la même chose, c'est le fait de documenter un projet sur lequel on travaille pendant des semaines, voire des mois. Et donc puisqu'on en parle publiquement, puisqu'on crée du contenu autour de ça, bien évidemment d'un point de vue marketing, c'est top. Les gens sont pris dans ton projet, ils le suivent toutes les semaines, donc ils ont envie de voir le résultat tout simplement. Donc ça aide beaucoup pour ça. Mais je trouve personnellement que d'un point de vue personnel, c'est hyper enrichissant parce que tu sais qu'il y a des gens qui attendent après toi et que du coup, t'as pas envie de les décevoir. Donc tu vas continuer à avancer sur ce projet que tu as annoncé sur tous les toits. Et d'ailleurs, si je peux vous recommander une chaîne YouTube, celle de Pop Laura. C'est une nana dont j'aime trop la vibe, très douce, très cosy, qui documente actuellement le lancement de son business. Au-delà du fait que nous, on suit son projet, que c'est hyper enrichissant parce qu'on a toutes les étapes, mine de rien, de ce genre de petite boutique physique qu'on connaît pas forcément, même pour elle, ça lui permet aussi de faire en sorte que le projet avance. Ensuite, il y a la règle des 5 secondes que j'ai apprise de Mel Robbins. Et l'idée est hyper simple. Dès que vous avez envie de faire quelque chose, vous allez compter jusqu'à 5 et vous allez vous lancer. Ça peut être aussi minime que le fait de devoir sortir de son lit. Vous dites, oh là là, je dois sortir de mon lit, mais il fait froid, je suis encore fatiguée. 1, 2, 3, 4, 5, hop, j'y vais. En fait, les 5 secondes permettent d'éviter que votre cerveau se trouve une excuse. Donc plus vous prenez cette habitude et plus vous appliquez dans votre quotidien la règle des 5 secondes, moins vous allez vous auto-saboter. Et enfin, la troisième méthode, c'est la deadline imposée. Ça, je dois vous avouer que ça fonctionne bien sur moi. Parfois, j'ai besoin de ressentir de la pression pour être efficace. Et c'est quelque chose que je déteste chez moi. Mais parfois, j'ai besoin de me mettre une deadline qui est courte et non négociable pour que le projet avance. Parce que mine de rien, selon le profil, plus on a de temps, plus on procrastine. Il y a d'autres personnes, moi j'ai une amie qui s'appelle Julia, qui est la reine de l'organisation. C'est quelqu'un qui aime bien s'organiser, planifier les choses. Et elle, plus elle a le temps, plus elle va bien répartir pour que ce soit prêt avant la deadline, etc. Moi, je suis le genre de personne qui va attendre un peu la dernière minute pour commencer à me mettre dans les choses parce que si la deadline est loin, je pense que j'ai le temps. C'est très toxique de penser comme ça. Alors que si ma deadline, là on est mardi par exemple, c'est lundi prochain ou je sais pas, allez, vendredi prochain, là je vais me botter un peu plus les fesses, en fonction du projet. Parce que vendredi prochain, je peux me dire encore que j'ai le temps. Quoi qu'il en soit, pour éviter ce genre de choses, ce qui peut être très bien, c'est de se fixer une deadline avant la vraie deadline, qui soit assez courte et surtout où on a des rappels visuels. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de post-it qui me rappellent des trucs, j'ai besoin d'alertes dans mon calendrier, des petites alarmes, ce genre de choses. Ça dépend de chacun, encore une fois, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître et d'identifier son mode de fonctionnement, ce sur quoi on assure, ce sur quoi on a le plus de difficultés. Toutes ces choses, c'est vraiment la clé pour apprendre à avoir les systèmes et le cadre qui nous permet d'éviter de nous auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est souvent un dialogue intérieur qui est toxique et parfois, sans même vous en rendre compte, vous vous parlez comme si vous étiez votre pire ennemi. Vous vous rabaissez, vous êtes négatif, vous êtes très critique, vous êtes potentiellement également dans le jugement, alors que c'est un comportement, des pensées, des mots, des phrases que vous ne diriez jamais à une personne qui compte pour vous. Imaginez si votre meilleur ami vous parlait de la manière dont vous parlez à vous-même. Est-ce que vous seriez encore ami avec cette personne? Vraie question. Donc votre job ici, c'est vraiment d'identifier toutes les fois où vous vous parlez de manière négative et de reformuler. Plutôt que de vous dire je suis trop nul parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, dites-vous je suis en apprentissage. Plutôt que de vous dire je ne vais jamais y arriver, dites-vous que vous allez tester et vous allez ajuster en cours de route. Si vous pensez que un projet, un objectif, une chose est trop dur, n'oubliez pas que chaque action compte, même l'action la plus minime, elle est beaucoup plus impactante que vous ne l'imaginez. C'est encore une fois la règle des 1% de James Clear. Je pense que je vais vous saouler avec ce mec. Et si vous voyez que vous avez des phrases comme ça assez négatives, assez rabaissantes, que vous vous dites régulièrement, notez-les. Et notez l'inverse, une version beaucoup plus encourageante qui du coup sera votre backup quand vous aurez tendance à vous tirer vers le bas. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, ce qui est important je pense de ne pas oublier, c'est que l'auto-sabotage, c'est en fait vous qui vous mettez des barrières invisibles. C'est vous qui créez tout ça. Donc si vous les créez, vous avez la possibilité de les casser, de les détruire et changer votre perspective, faire l'effort conscient d'agir différemment pour obtenir des résultats différents. Maintenant, dites-moi dans les commentaires une action, une chose que vous avez repoussée pendant des semaines, des mois, voire des années, mais que vous allez commencer à faire dès aujourd'hui. J'attends vraiment vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, je mets une vidéo en ligne tous les mercredis, parfois le dimanche quand j'ai un peu plus de temps, mais je suis au moins là une fois par semaine. Alors à bientôt, salut!